Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Nous sommes sans doute à un moment charnière en matière de politique monétaire tant en Europe qu'aux États-Unis. Quelles sont les implications et les répercussions pour les marchés financiers? On va discuter de ça avec notre invité du jour, Eric Turgeman, le co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest Asset Management. Mais avant de retrouver Eric pour engager la discussion, rappel rituel, Synapse est une chaîne indépendante, elle a donc besoin de votre soutien pour la porter. C'est très simple, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Eric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on a eu en fait ces derniers mois beaucoup de choses autour de la politique monétaire, beaucoup de questions. Le marché anticipait des baisses de taux, elles ne sont pas venues, en tout cas pas aux États-Unis. En Europe, ça a commencé, modestement, mais ça a commencé. Mais est-ce que là, on n'est tout de même pas sur un point d'inflexion des politiques monétaires? Oui, sans doute. Alors, si ça vous dérange pas, on va faire un petit retour en arrière. Ça va nous rajeunir d'une quinzaine d'années pour expliquer en fait pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi on parle d'inflexion de la politique monétaire et pourquoi finalement les taux ont monté autant par rapport à il y a 3-4 ans. Ce retour en arrière, on va pas remonter à l'antécrise, mais on va partir de 2008, crise de Lehman Brothers, avec la planète financière, l'incendie. Voilà, enfin, on se souvient des banques quasiment en dépôt de bilan, et donc la volonté des banquiers centraux et des gouvernements d'ailleurs de sauver cette planète financière, de sauver la planète tout court, où on était au bord de l'incendie. Donc comment, finalement, en se disant, on va injecter, un peu comme des pompiers qui arroseraient une planète qui brûle, on va injecter des liquidités pour essayer de faire en sorte que cet incendie s'éteigne. Et pourquoi on pouvait faire ça, finalement, sans parler d'inflation? C'est un mot qui n'existait plus il y a quelques années. C'est parce qu'il y avait une théorie qui disait que l'inflation allait disparaître définitivement. Donc là, on est dans les années 2008, 9, 10. Elle est disparaître. Alors pour quelle raison? La première qu'on mettait en avant, c'était une raison démographique. Donc effectivement, vieillissement de la population, en tout cas des économies développées. C'est vrai, France, Italie, Japon ou d'autres. Donc si vous avez normalement un vieillissement de la population, ça veut dire à terme moins de consommateurs, enfin si on prolonge les courbes. La deuxième raison, c'était l'essor de la technologie qui permet d'éviter justement effectivement des chaînes de distribution. Donc si vous allez directement aux producteurs, vous avez des prix inférieurs, puisque vous n'allez pas rémunérer les intermédiaires. La troisième raison, et c'est pas complètement faux, c'est que la nouvelle génération est beaucoup moins, on va dire, dans la possession. C'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine d'années, les jeunes qui avaient leur premier emploi essayaient d'acheter une voiture. Là, c'est moins vrai. Alors, c'est encore moins vrai quand on est dans les grandes métropoles. Mais vous voyez, il y avait ce côté, on partage, l'ubérisation. Un changement de valeur. Le blablacar, voilà, un changement de valeur. Et donc, on se disait, bon, de toute manière, il n'y a pas d'inflation, il n'y en aura plus. Et puisqu'il n'y a pas d'inflation, alors on peut émettre des liquidités, arroser la planète, on n'a pas de risque. Ça, c'était un cadre théorique, parce qu'on peut contester certains des arguments, notamment l'argument démographique. Totalement, absolument. Mais en tout cas, c'était dans la pensée en fait collective qu'il n'y avait pas de risque d'inflation. Et donc, comme il n'y avait pas de risque d'inflation et donc de risque d'inondation, on pouvait continuer. Et donc, les banques centrales ont injecté des liquidités. Et on a vécu, alors il n'y a pas si longtemps, des taux même négatifs. Maintenant, ça paraît étrange de dire ça, mais pré-Covid, on avait des taux négatifs, et de toute manière, il n'y avait pas de problème, puisqu'il n'y avait pas d'inflation. Ce qui est une aberration économique. Ce qui était une aberration économique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on arrive progressivement à ce qui se passe aujourd'hui. Est passé par là le Covid, notamment le Covid avec donc une économie complètement paralysée. Mais qui dit Covid dit post-Covid. C'est-à-dire que post-Covid, on a eu effectivement une demande qui a été assez forte, qui avait été frustrée pendant 1 à 2 ans, et des chaînes de production qui s'étaient complètement arrêtées. Donc une demande, notamment en matière de semi-conducteurs par exemple, une demande forte, des chaînes de production, donc des entreprises qui s'étaient arrêtées, qui doivent se remettre à répondre à la demande, avec une demande forte, des prix qui montent. Donc ça, c'était le premier facteur.
Après, il y a eu l'Ukraine, donc finalement avec une pression à la hausse sur les prix de l'énergie. Il y a eu, alors ça c'est pas nouveau, mais on commence à prendre en compte le fait que la transition écologique va faire monter durablement le prix, notamment des métaux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais donc, vous voyez, tous ces facteurs ont fait que finalement, là où on considérait qu'il n'y avait pas d'inflation possible, il y a eu cette surprise de voir l'inflation ressurgir. Je rajouterais, parce que vous avez mentionné la période du Covid, il y a eu certes cette demande de biens qui a explosé, mais on avait aussi une prodigalité monétaire qui était exceptionnelle. Tout à fait. Et budgétaire, parce qu'on a arrosé à tout va. Voilà. Et donc, la demande, elle était alimentée aussi par cette manne financière. Voilà. Donc, on est passé finalement d'un incendie qu'il fallait éteindre à il commence à avoir une inondation, il va falloir y couper. Voilà, pour faire une métaphore. Et là, les banques centrales ont commencé à remonter les taux pour freiner cette inflation. Pas mal de théories financières, c'est pas forcément qu'avec la hausse des taux qu'on arrive à freiner l'inflation, surtout s'il y a rareté. Enfin, vous voyez, donc la géopolitique s'en est mêlée, etc. Mais en tout cas, quand même, si vous montez les taux, vous freinez quand même la demande. Et c'est ce qu'on fait petit à petit, la BCE, enfin partout dans le monde, mais notamment la Fed et la BCE pour atteindre des taux très importants. Alors, très importants. Personnellement, j'ai connu des taux beaucoup plus élevés dans les années 90. Mais depuis 15 ans, on n'imaginait plus les funds atteindre 5% ou en Europe, finalement, monter aussi fort, quoi. Donc, voilà. Alors là, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, maintenant, c'est retour en arrière. C'est-à-dire que les banquiers centraux se rendent compte quand même, enfin, se rendent compte. C'est pas si simple, mais se disent, bon, maintenant, il faut pas étouffer l'économie. Donc, on va rebaisser les taux, desserrer les teintes, petit à petit, de manière à renvoyer de l'oxygène à l'économie. Mais attention, parce qu'il ne faut pas aller trop vite, parce qu'il ne faudrait pas finalement que l'inflation, qui n'est peut-être pas complètement finie, ressurgisse. Donc, vous voyez, donc il y a ce pilotage de la part des banquiers centraux qui se disent il faut en redonner un peu d'oxygène, mais pas trop vite, parce qu'on ne veut pas reprendre le risque de voir l'inflation ressurgir, et avec donc les fameuses spirales entre les prix et les salaires, etc. Parce qu'un peu d'inflation, c'est pas mauvais du tout. L'hyperinflation est dramatique, et alors surtout en Europe, où l'hyperinflation, la dernière hyperinflation qu'il y en a eu, c'était dans les années 30, on a vu ce que c'est devenu, et c'est une des raisons notamment pour laquelle les Allemands sont si attentifs à ne pas voir déraper cette inflation. Donc là, on est dans la phase où on est en train de basculer vers une rebaisse des taux, sans doute un peu plus lente que ce qu'on escomptait, puisque en début d'année 2024, les marchés anticipaient 8 baisses des taux aux États-Unis, qu'on en est à 0 au moment où on se parle. Ça va venir très probablement en septembre, une première baisse des taux. Certains disent même peut-être dès cet été. J'ai du mal dès juillet. À le croire, mais pourquoi pas. Enfin, bon, nous, chez OFI, on considère que ça serait sans doute en septembre la première. Une deuxième en décembre. Alors après, il restera trois rendez-vous monétaires de la Fed. Il y en a un qui tombe juste après les élections présidentielles. On a du mal à penser que la Fed puisse, à ce moment-là, agir, parce que ça serait un peu de l'ingérence politique. Bon, une ou deux baisses des taux, mais à la limite, peu importe, on est bien dans ce basculement, avec des baisses des taux aussi à venir en 2025. En revanche, ce qui est un peu nouveau par rapport à ce qui était anticipé en début d'année, c'est que le niveau terminal de baisse des taux, ça sans doute un peu plus élevé que ce qu'on considérait encore en début d'année. Parce que il y a quand même une petite inflation structurelle qui perdure. Voilà. Ça voudrait dire qu'on se situe vers quel niveau de taux finalement, du côté des banques centrales? Alors on devrait tourner autour de 3 aux États-Unis, voilà, de taux courts, et puis peut-être de 2 en zone euro, mais c'est plus les taux négatifs. Voilà. Alors après, tout peut arriver, mais en tout cas, on n'est plus dans l'optique de se dire on va revenir sur des taux négatifs, alors qu'il y a 4 ans, on considérait que oui, les taux allaient rester à zéro ad vitam aeternam, quoi. Mais est-ce que le marché s'est déjà acclimaté à l'idée que justement, l'univers de taux
sera bien différent, puisque là, on va plus être dans les taux négatifs, mais on va rester dans des taux positifs dans les années qui viennent. Oui, oui, je pense que c'est complètement... Acté ? Oui, c'est acté, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Hein. Enfin, encore une fois, c'était dévastateur, les taux négatifs, hein. Même si effectivement ça fait monter les actifs en comparaison et les marchés actions. Parce que si l'alternative c'est de payer pour emprunter, pas très intéressant. Mais ça crée des comportements, ça biaise les comportements. Donc oui, on va normalement rentrer dans une politique un peu plus normale avec des taux courts à la fin qui sont à peu près ce qu'ils doivent être et des taux longs qui logiquement doivent être plus élevés que des taux courts sur un cycle normal. Alors après, il peut y avoir une inversion des courbes, mais vous avez normalement des taux longs qui doivent se situer avec, en tenant compte de l'incroissance plus l'inflation, et puis atteindre des niveaux qui ne sont pas très différents de ce qu'on a aujourd'hui en réalité. Alors quand je vous écoute et que je me mets à la place d'un opérateur de marché, je me dis finalement la Fed va continuer puisque on est sur cette tendance, ce scénario boucle d'or, hein, oui. Finalement avec une croissance, on n'a pas évoqué la croissance, mais la croissance existe toujours, elle est là, même si elle décélère aux États-Unis. On a de la croissance, on a un mouvement de désinflation, puisque vous dites bien que finalement les hausses de taux on finit par ralentir le mouvement d'inflation, même si cette inflation ne va pas être complètement résorbée, qu'on ne va pas revenir au niveau antérieur. Donc, on est en droit de se dire, finalement, la route est tracée. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alors oui et non. Oui, c'est scénario boucle d'or. Bon, le scénario boucle d'or, c'est de se dire effectivement, les banquiers centraux vont baisser les taux. Alors, peu importe si c'est juillet, septembre, décembre, de toute manière, voilà, la route est pavée. Les taux vont à terme, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais venir finalement se coller, allez, on va dire 2% en Europe, 3% aux États-Unis. Mais ça, les taux longs, on l'anticipe déjà. Puisqu'aujourd'hui, vous avez une inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Vous avez les taux courts à 5 qui sont supérieurs aux taux longs. Donc les taux longs, ils anticipent déjà le fait que les taux courts vont baisser. Bon. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les taux longs, les taux à 10 ans, s'écroulent. Il n'y a pas de raison. Ils anticipent déjà. Bon, on a un taux allemand, le Bund à 10 ans, qui se situe autour de 2,2%, hein, au moment où on se parle, de 2,5%, pardon. Bon, voilà, on le voit pas passer les 3, on le voit pas descendre sous les 2. Bon, après, les gérants obligataires, tactiquement, vont essayer de profiter de cette volatilité, en acheter quand c'est plus bas et revendre quand c'est plus haut. Mais globalement, vous voyez, c'est pas parce que les taux courts vont baisser que les taux longs vont baisser derrière. Ils anticipent déjà. Donc on devrait être dans un univers où vous avez aux États-Unis globalement des taux un peu au-dessus de 4 et des taux européens. Alors le Bund, c'est l'Allemagne. Les taux européens, il n'y a pas que l'Allemagne. Donc le taux européen, il y a l'OAT français, il y a les taux espagnols, etc., qui se situent autour de 3. Et finalement, c'est quoi ce niveau-là ? C'est ce qu'on apprend en économie. C'est l'inflation plus la croissance. Vous voyez ? Donc dans ce niveau-là, à ce niveau de taux, avec une croissance mondiale qui tient, la croissance mondiale est autour de 3% pour 2024, elle est prévue à 3% en 2025. C'est idéal notamment pour les sociétés, parce que vous avez une croissance qui permet notamment de continuer à faire croître les profits, on en parlera peut-être tout à l'heure, et des taux qui ne sont pas prohibitifs. Donc c'est le scénario que jouent les marchés, c'est pour ça que les marchés sont au plus haut historique globalement, hein, même si c'est tiré par quelques valeurs. Vous avez le S&P 500 qui ne fait que monter, qui a battu son record historique encore hier et qui continue. Donc mais c'est un chemin de crête. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de dérapage, ni d'un côté, c'est-à-dire une inflation qu'on n'aurait pas vue, qui ressurgirait, ni de l'autre côté, c'est-à-dire une économie qui retombe en récession pour diverses raisons, quoi. Il y a un chemin de crête. Après, la question, c'est quelle est l'étroitesse du chemin de crête ? C'est en effet la question. Et donc, moi, ce que j'entends déjà dans votre discours, c'est une relative circonspection. Pas de catastrophisme, mais tout de même une forme de circonscription, c'est-à-dire, c'est pas allons-y gaiement, les yeux fermés, aujourd'hui, notamment sur les marchés boursiers. Oui, mais c'est une question de probabilité du scénario Goldilocks, de boucle d'or que vous évoquez. Ce scénario, on ne peut pas le probabiliser à 100%. Voilà.
ou même à 80. S'il était probabilisé à ce niveau-là, alors là, il n'y a pas de problème, effectivement. On a des taux qui vont baisser, qui restent bas, une croissance qui reste forte, tout va bien. C'est le scénario central. Mais comme il y a des scénarios alternatifs que chacun va probabiliser en fonction de ses convictions à 10, 20, 30%, etc., voilà, il y a des scénarios qui fait que on peut pas être aveuglé en se disant voilà, on y va massivement et on met tout. C'est pour ça qu'on est neutre d'ailleurs chez Ophi sur les marchés actions. On n'est pas négatif. On n'est pas négatif parce que notamment en Europe, on n'est pas à des niveaux prohibitifs de valorisation des actifs. Justement, je voulais qu'on vienne à la valorisation. On évoquera les scénarios alternatifs un peu plus tard. Mais déjà, la valorisation, est-ce que justement le marché européen est à un prix raisonnable aujourd'hui, selon vous? Et que penser également des marchés américains qui, eux, se payent plus cher? Voilà. Alors, il y a des raisons et on va essayer de comprendre pourquoi. Les marchés européens, on va pas rentrer dans les chiffres, mais ils sont autour de 13, entre 13 fois et demi, ça dépend des anticipations que vous avez. Les bénéfices... 2024-2025, on va dire 2025. Bon. Quand on regarde l'historique sur une quarantaine d'années des price earning ratio, qui est la mesure de cherté des actions, on est dans la moyenne. On n'est pas dans les années 2000 où il y avait des bulles en 2000 qui a explosé, mais où on payait 50 fois, on payait même pas des bénéfices, on payait des chiffres d'affaires potentiels. Donc là, on était dans un délire total. On peut pas dire ça aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de bulle. Vous voyez, il n'y a pas de bulle. Donc, en Europe, voilà. D'un autre côté, on n'est pas bradé non plus. Voilà. Si on était à 8 fois les bénéfices en Europe, je dirais, mais il faut investir massivement. On est dans la moyenne cohérente avec le niveau de taux d'aujourd'hui. Voilà. D'où notre neutralité. Aux États-Unis, on est beaucoup plus cher, beaucoup plus cher, mais il y a une raison. C'est qu'en fait, ce marché américain, il est concentré sur très peu de valeurs, en réalité. Il faut savoir, alors on les connaît, on appelle ça les 7 magnifiques, voilà, les grandes valeurs technologiques, on va pas forcément les citer, mais les grandes valeurs technologiques qui sont notamment liées à l'intelligence artificielle représentent une grande partie des indices américains et représentent une grande partie des indices mondiaux. Il faut savoir que sur le MSCI World, qui est représentatif de l'ensemble des valeurs dans le monde, 1500 valeurs, vous avez 10 valeurs, notamment ces grandes valeurs technologiques américaines, mais aussi un peu européennes, 10 valeurs qui représentent à elles seules la moitié de la hausse de l'indice MSCI World. Vous voyez donc à quel point on est concentré. Mais comme ces valeurs-là... 10 sur 1500. 10 sur 1500. Il faut le répéter parce 10 sur 1500. Voilà. Même pas 1%. Et ça fait la moitié de la hausse de l'indice. Ça veut dire que vous aviez intérêt à les avoir, ces valeurs, pour faire cette hausse. Bon. Et pourquoi elles sont chères? Enfin, pourquoi elles sont chères? Pourquoi elles ont des multiples de valorisation importants? Parce qu'elles ont une croissance qui est très forte et que pour l'instant, elles ne déçoivent pas. Pour l'instant. Pour l'instant, elles ne déçoivent pas. Mais vous avez eu d'autres valeurs qui elles-mêmes étaient considérées comme valeurs ne pouvant jamais baisser, ayant une forte croissance. Je pense à Tesla, par exemple, aux États-Unis, qui est effectivement une valeur de croissance, qui a énormément monté, mais Tesla, c'est 50% de baisse. Alors là, il a dû rebondir ces derniers temps, mais par rapport au plus haut. Donc vous voyez, il peut y avoir de la volatilité. Mais pour l'instant, les valeurs américaines liées à l'intelligence artificielle ne déçoivent pas et font toujours mieux que ce qu'anticipent les analystes. Donc, quand on vous dit, attention, cette valeur, on la paye 40 fois les bénéfices, bah en fait, si les bénéfices sont 2 fois supérieurs à ce qu'on pensait, bah c'est pas 40, c'est 20. Enfin, vous voyez, il y a une course comme ça, et c'est pour ça qu'il y a cette cherté relative aux États-Unis, où la valorisation, donc les price earning ratio, sont pas loin de 2 fois supérieurs à l'Europe, mais parce que la croissance des bénéfices de ce secteur est aussi nettement supérieure au reste. Si vous les retirez, c'est magnifique. Bah, une pharmaceutique américaine, une bancaire américaine, une automobile américaine, une chimiste, etc., on est dans les mêmes niveaux qu'en Europe notamment, quoi. Alors, il y a 2 points que j'aimerais voir avec vous, justement, à ce sujet des actions. Tout d'abord,
bon, la concentration, parce que c'est tout de même un problème en soi, en termes de gestion du risque. Alors, tant que ça monte, tout le monde est content. Et c'est vrai qu'on se persuade avec un peu de complaisance que ça ne peut que monter. On sait que ça peut monter longtemps, mais qu'à un moment donné, le risque se matérialise. Pas forcément, on découvre pas forcément des scandales, hein, c'est juste qu'à un moment donné, une boîte déçoit, ou peut décevoir, ou qu'un risque économique survient, qui compromet un peu tout. Donc il y a ce problème de la concentration, et l'autre sujet, pour moi, c'est tout de même les attentes en matière de croissance des bénéfices, qui me semblent relativement élevées, tant en Europe qu'aux États-Unis pour 2025. Alors, on va commencer par la concentration. Quel est le regard du professionnel que vous avez sur ça? Parce que c'est vrai que ne pas avoir ces valeurs, aujourd'hui, c'est s'exposer à de la sous-performance, c'est manifeste. On a l'impression de voir passer le train, et c'est très très frustrant, que ce soit pour un professionnel ou un investisseur particulier. Donc comment on gère ça, finalement, même psychologiquement? Et qu'est-ce qu'il faut se garder en tête comme principe de gestion quand on est face à un mouvement comme ça, déjà? Toujours les bons vieux principes, diversification, équilibre. C'est-à-dire que quel que soit le poids dans les indices de ces mastodontes, il faut équilibrer ses portefeuilles. C'est pas bien grave à la limite. Alors évidemment, c'est embêtant quand vous traînez derrière les indices et vous avez des performances, des comptes à rendre en permanence. Mais si on revient à ce qui s'était passé dans les années 2000, par exemple, vous aviez à un moment donné le CAC 40 qui était constitué 35 ou 30, pas loin de 40% du CAC 40 était constitué de 3 valeurs. Alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était France Télécom qui est devenu Orange, c'était Alcatel qui entre-temps a fusionné avec pas mal de concurrents américains, c'était Vivendi, donc tout ça n'existe plus. Mais ces valeurs-là, c'était quasiment 40% de l'indice. On a sacrément intérêt à ce qu'elles continuent à performer, si vous voulez répliquer absolument, alors à l'époque, le CAC 40. Bon. Donc il faut équilibrer. Donc aujourd'hui, effectivement, vous pouvez pas rester à l'écart de sociétés, mais pas uniquement parce qu'elles montent, c'est parce qu'elles sont quand même sur des créneaux porteurs. L'intelligence artificielle, évidemment que c'est porteur. Après, il faut être capable de savoir qui va en bénéficier. Tout le monde ne va pas en bénéficier. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Et puis ça dépend des temporalités également. Voilà, en plus. Mais donc, on ne peut pas être à l'écart. Il y a des valeurs qui ont énormément progressé et qui continuent à progresser parce qu'il y a une bonne visibilité sur leur développement, sur leur chiffre d'affaires, etc. Elles peuvent paraître chères, mais elles ne le sont pas forcément. Voilà. Et parmi les valeurs dont on a parlé, mais après, il faut déconcentrer les portefeuilles. Voilà. C'est pas une gestion en perte de famille, mais et savoir qu'au sein d'un portefeuille, vous avez des valeurs aujourd'hui qui n'ont pas forcément la cote, parce qu'aujourd'hui, on est plus polarisé sur autre chose. Mais si vous avez une valeur solide, regardez les bilans, enfin revenir aux fondamentaux. Un jour ou l'autre, ça rattrape, c'est découvert et c'est mis en valeur. Quoi. Bon, la diversification. Bien sûr, diversification. Important de garder ça en tête et de ne pas faire tapis sur quelques valeurs. D'ailleurs, à propos de la concentration, puisqu'on reste sur ce chapitre-là, vous avez évoqué celle-ci aux États-Unis, mais en Europe, finalement, quand on observe un peu le comportement des indices et leurs moteurs, ce sont ces fameuses granolas ou ces 7 merveilles qui ont beaucoup tiré la performance. Alors de moins en moins, en fait, dans les granolas. Bon, je ne sais pas si on va expliquer aux éditeurs, mais effectivement, c'est les initiales des grandes valeurs européennes. Mais alors, dedans, pendant longtemps, c'était le luxe qui attirait les indices. Et là, depuis quelques temps, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais les valeurs de luxe sont attaquées. Alors, elles sont attaquées, c'est assez facile à comprendre. Il y a une guerre commerciale un peu entre la Chine et l'Europe, on reviendra peut-être dessus. Les valeurs du luxe qui tiraient beaucoup de leurs profits, notamment du marché chinois, on commence à avoir des doutes s'il y a des mesures de rétorsion de la part de la Chine contre l'Europe. Et on voit des valeurs de luxe françaises, c'est souvent français, qui ont un peu perdu de leur super. Je pense à Kering qui a baissé fortement, même LVMH, etc. Donc là aussi, c'est plus forcément ces valeurs-là qui tirent. Il y a une rotation.
qui s'opèrent, ce qui est plutôt sain, hein, d'ailleurs, plutôt que d'être concentré sur 3 ou 4 valeurs. Maintenant, l'Europe, la performance des indices européens n'a rien à voir avec la performance des indices américains. Et en Europe, le CAC 40 est 0 plus. Hein, Alors, voyez, il y a des questions voilà, particulières pour le CAC 40. Clairement, le contexte politique bien sûr. Joue. Mais pas que. Pas que. Parce que le CAC 40, la composition du CAC 40, c'est autant en 2000, le CAC 40, c'était un indice technologique. Hein, on a cité, j'ai cité 3, mais il n'y avait pas que ça. Et là, c'était devenu un indice un peu luxe, avec, dans le CAC 40, LVMH, Kering, Hermès, L'Oréal, qui se situe à la limite du luxe, etc. Et donc, quand vous commencez effectivement à avoir des doutes sur la pérennité de la trajectoire de ces valeurs-là, vous êtes affecté. Donc, le CAC 40, certes, il y a eu le contexte politique, mais le contexte politique, le CAC 40, il n'a pas beaucoup bougé depuis les résultats des élections, non. quand on regarde bien. C'est un autre chapitre, ça. On va y revenir. Je reste sur les valeurs européennes et américaines, en l'occurrence, puisque là, on a parlé de la concentration. Vous avez dit que finalement, dans une gestion de particuliers ou de professionnels, la seule réponse à ça, c'est tout de même de garder en tête la nécessité de diversifier. Très bien, même si ça coûte un peu en termes de performance, mais il faut avoir ça en tête. Attardons-nous sur les bénéfices, les croissances bénéficiaires, parce que là encore une fois, le scénario tel qu'il est joué par les marchés, c'est le scénario idéal, mais on est sur une ligne de crête. Et est-ce que cette ligne de crête n'est pas plus étroite que le marché l'anticipe? Finalement, c'est un peu ça la question. La croissance des bénéfices, et ça j'ai extrait de ça d'un de vos documents, donc on va être d'accord sur les chiffres. La croissance des bénéfices par action du S&P 500 attendue pour 2025, elle est de 14%. Ça, c'était une estimation en juin, je crois. Et du côté de l'Eurostoxx, on est à 10%. Oui. Ça vous semble pas beaucoup tout de même, avec une croissance dont on se dit qu'elle va subsister, mais qu'elle va être tout de même plutôt en décélération? Alors, aux États-Unis, encore une fois, cette croissance des bénéfices, elle est pondérée par les capitalisations. Donc en réalité, elle est tirée par ces énormes valeurs technologiques. Et normalement, oui, ça sera au rendez-vous. Enfin là, on a une visibilité assez bonne, justement, sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Encore une fois, faut pas se méprendre. Il y aura des perdants, parce que là, il faut pas se penser que toute valeur qui met IA derrière son nom va en bénéficier, comme on faisait .com à l'époque. Mais les géants de l'intelligence artificielle ont un boulevard, en tout cas à court terme, parce qu'on voit bien les commandes. Bon. Donc cette croissance, non, elle me paraît pas complètement folle. Après, la question, c'est est-ce que le niveau de valorisation est compatible avec ce niveau donc de croissance, enfin le PE, enfin c'est ça la question. Bon, mais cette croissance, je suis pas trop pas foilé là-dessus. En Europe, 10%. Il y a une corrélation très très forte entre la progression des bénéfices d'une année sur l'autre, en Europe, notamment en zone euro, et la croissance mondiale. Et avec une croissance mondiale qui tourne autour de 3%, qui est toujours prévue autour de 3%, on va écouter les économistes, c'est pas complètement délirant d'envisager qu'on puisse avoir ce 10% de croissance. Donc non, c'est pas forcément là qu'il peut avoir une inquiétude. Voilà. S'il y a inquiétude, c'est sur des scénarios alternatifs. Alors, justement, les scénarios alternatifs, il faut qu'on les évoque tout de même, parce qu'ils existent, et les probabilités ne sont pas nulles. Oui. Quel est le scénario alternatif le plus négatif à vos yeux? Alors, on va mettre de côté la géopolitique, parce que ça, c'est très 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 compliqué. On n'en sait rien, on sait très bien qu'on est sur des mines, un peu partout, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit toujours en Europe avec la guerre en Ukraine. On parle toujours, c'est un serpent de mer de Taïwan, enfin bon, mais ça, on peut pas bâtir un scénario économique et de gestion d'actifs là-dessus. Mais on sait qu'il faut l'avoir en tête. Après, il y a une montée du protectionnisme qui est quand même assez claire. On verra les résultats des élections américaines, mais on voit bien qu'on va vers cette tendance de monter des barrières douanières. Et donc après, chacun, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Hein, c'est-à-dire que vous augmentez les barrières douanières
des produits chinois, les Chinois font des mesures de rétorsion. C'est d'ailleurs ce qui a affecté un petit peu les valeurs du luxe, hein, on en parlait. L'Europe, effectivement, pointe de doigt l'automobile chinoise, et les Chinois répondent en trouvant, enfin, il y a toujours moyen de trouver, oui, vous aussi, sur ces produits-là. Donc, oui, ce protectionnisme, il a un petit caractère inflationniste quand même, puisqu'en fait, faut pas oublier qu'en Europe, ce qui a accompagné la désinflation depuis 30 ans, c'est la mondialisation. Puisque vous pouviez produire moins cher qu'en Europe, à des zones très lointaines, notamment en Asie du Sud-Est, etc., avec des conditions d'ailleurs pas toujours très honnêtes, on va dire. On fermait beaucoup les yeux sur la manière de produire, sur les conditions de travail, etc. Ouais. Ça, heureusement, on en est revenu, et notamment le développement de l'ISR a un impact très fort là-dessus, puisqu'on ne ferme plus les yeux. Bon, et tant mieux. Mais d'un autre côté, effectivement, dans la mesure où on produit un peu moins dans ces pays-là, un, parce que les conditions de travail sont plus cohérentes, et deux, parce que finalement rapatrier en avion ou même en bateau consomme beaucoup et finalement n'aide pas la planète, c'est un grand bonheur pour le futur de nos enfants, évidemment. Mais d'un autre côté, effectivement, si vous rapatriez dans des pays à coût un peu plus élevé, ça veut dire des coûts plus élevés pour les entreprises. Donc, cette montée un peu du protectionnisme et un peu du développement, effectivement, enfin de l'attention à la transition climatique, fait que vous avez des coûts qui doivent se répercuter. Alors, c'est pas très grave si on arrive à répercuter les coûts. C'est-à-dire, vous avez des coûts de production qui augmentent, vous répercutez les coûts aux consommateurs, et puis à la limite, vos marges, je me place côté entreprise, vos marges sont préservées. Là où ça devient problématique, c'est que vous avez des coûts qui augmentent, et vous n'arrivez plus à répercuter sur le consommateur, là vous avez un pincement des marges. Or, le consommateur, il a tout de même été grandement mis à contribution avec le Covid, et dans les années qui ont immédiatement suivi la crise sanitaire, l'inflation, il se l'est prise de plein fouet. Donc, est-ce qu'il est encore en capacité d'absorber la répercussion de la hausse des coûts? C'est la question, en fait. Il a pris de plein fouet l'inflation. D'un autre côté, en Europe notamment, le consommateur a été aidé. Il y a eu tous ces plans d'aide, et heureusement qu'ils ont eu lieu. Après, ça crée... C'est un autre problème, c'est que effectivement, ça monte le niveau de la dette et donc la charge de la dette. Et c'est un défi qu'on a en France notamment, mais pas qu'en France. Mais le consommateur a été aidé. Et puis, il y a eu les salaires qui ont quand même, dans certains pans de l'économie, ont suivi. Donc le consommateur a réussi, finalement, dans un premier temps, à suivre la hausse des prix qui ont été pratiqués. Maintenant, ça peut devenir plus compliqué. Alors, en effet, la question du comportement du consommateur, elle est cruciale pour l'avenir des bénéfices des entreprises et donc l'avenir des marchés boursiers. Mais je reviens à cette question que vous avez évoquée très justement de la montée du protectionnisme. Est-ce que, et on voit bien que du côté des États-Unis, il y a cette tendance qui est de plus en plus affirmée, est-ce que la montée du protectionnisme qui se matérialiserait par des barrières douanières de nouveau relevées ne mettrait pas vraiment à mal les perspectives des sociétés européennes particulièrement? Alors, les gagnants... Alors, le protectionnisme, il va être un peu partout, normalement. Enfin, l'Europe ne va pas être les seuls, entre guillemets, à se prendre de plein fouet ces montées protectionnistes. Donc, chacun va un peu protéger... En fait, les trois grands ensembles, c'est l'Europe, les États-Unis et la Chine. Sans mettre de côté le reste. Mais, donc, effectivement, et d'ailleurs, on commence à le voir dans les mouvements des indices, les gagnants de ce protectionnisme, c'est les sociétés locales américaines. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, là, je fais une petite diversion, mais on pourrait assister justement à ce que les sociétés américaines, avant qu'il y ait des mesures, des barrières douanières vis-à-vis des sociétés chinoises, consomment énormément de produits chinois, ce qui pourrait un peu booster la croissance chinoise. Donc, on pourrait avoir un peu ce rebond en anticipation justement des élections américaines. Donc, les gagnants, c'est les sociétés domestiques américaines.
Les sociétés internationales, enfin, évidemment, vont pâtir, oui, mais c'est déjà un peu anticipé dans les cours, parce que c'est pas, on sait que ça va aller vers ça. Alors après, en fonction des résultats des élections et des candidats, on est plus ou moins protectionniste, mais on voit bien ce mouvement qui a déjà commencé, et avec un peu un repli sur soi. Mais d'un autre côté, on va quand même, enfin, personne n'a intérêt à enterrer son économie non plus. Enfin, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même trouver des accords quand même d'échanges, mais peut-être plus équilibrés que ce qu'ils étaient par le passé. Parce qu'il est vrai que depuis une trentaine d'années, les Chinois profitaient de cet espace en subventionnant leur économie, etc. Et les Européens laissaient faire parce qu'ils avaient aussi un intérêt à... Enfin, vous voyez, il y avait quand même des jeux politiques. Bon, là, oui, on sent qu'il y a un peu un repli sur soi et que, oui, l'Europe est sans doute plus pénalisée. Mais encore une fois, c'est aussi dans les cours. Bon, c'est pas les mêmes niveaux de valorisation. Donc, en relatif aux autres places financières, encore une fois, l'Europe n'est pas très chère, quoi. Et peut-être parce qu'on sent que c'est une des zones qui va être le plus atteinte par cette... Donc elle pourrait rester pas très chère. Elle peut rester pas très chère. Et elle pourrait d'autant plus rester pas très chère que l'un des pays clés de l'Europe, le nôtre, pour ne pas le mentionner, est tout de même aujourd'hui dans une sorte d'enlisement de sa situation politique. Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de visibilité. Ça, de quelle manière vous voyez ça? Comment vous le voyez impacter finalement le comportement des marchés européens et également du marché français? Alors, en fait, les marchés peuvent se tromper, hein, mais les marchés considèrent, donc je vais essayer d'avoir la lecture de ce que pensent les marchés sur la situation française, que de toute manière, quelle que soit l'issue des tractations gouvernementales, hein, il ne se passera pas grand-chose en termes économiques, parce que de toute manière, la France est dans l'Europe, la France serait rattrapée par les contraintes notamment budgétaires imposées à la France, et on est dans une monnaie commune. On n'est plus comme avant 2000 où finalement, en fonction des décisions qui étaient prises, vous aviez une dévaluation du franc, c'était le franc à l'époque, pour les plus jeunes d'entre nous. Donc les marchés, ils se trompent peut-être, mais les marchés finalement considèrent, comme on dit en anglais, c'est un no event. Voilà. Alors pour nous Français, ça effectivement, il y a beaucoup d'affolement, on se pose les questions, quelle coalition, cohabitation, etc. Les marchés financiers, vus de loin, se disent de toute manière, quel que soit ce qui va sortir, alors plus des urnes, puisque c'est sorti, mais de la formation d'un gouvernement, d'une coalition, ils seront de toute manière obligés de respecter les règles et les contraintes budgétaires, qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des taux d'intérêt qui dérapent, parce que voilà, un peu ce qui s'est passé en Italie, finalement. En Italie, dans un premier temps, il y avait inquiétude en se disant le nouvel gouvernement va sortir, enfin des doctrines de sagesse un peu budgétaire, et finalement, quand on prend un peu de recul, l'Italie est rentrée un peu dans le rang de ce point de vue-là, et il n'y a pas eu de dérapage budgétaire. Donc voilà ce que pensent les marchés aujourd'hui, et on voit qu'il y a eu très très peu de mouvements. Et encore une fois, le CAC 40, alors oui, il est partiellement impacté dans sa composante valeur domestique, les banques, les utilities, qui pourraient éventuellement subir plus de taxes. Voilà. Ça, c'est les valeurs domestiques françaises. Mais de toute manière, encore une fois, le CAC 40 avait pris du retard avant même le résultat des élections, en raison de sa composante luxe qui, elle, avait faibli, mais rien à voir avec le côté politique français. Mais est-ce que cette incertitude va tout de même pas freiner les investisseurs internationaux dans leur envie d'acheter des actions françaises? Est-ce que ça condamne pas d'une certaine manière, dans les mois qui viennent, les actions françaises, dans leur globalité, encore une fois, parce qu'on peut identifier des titres qui vont surperformer, mais dans leur globalité, à une forme de sous-performance par rapport aux autres actions, notamment les actions européennes? Alors, à très court terme, les sociétés les plus impactées par un changement de politique dans un pays, c'est les sociétés très domestiques. Voilà. Alors, c'est plutôt des mid-cap. Alors, malheureusement, les mid-cap françaises ont pris du retard depuis quelques temps, et à très très court terme, vu qu'il y a ces incertitudes,
ça m'étonnerait qu'elles renversent la vapeur. Mais celles qui sont vraiment sur les territoires très ancrés et qui n'ont pas de diversification internationale. Après, pour les autres, beaucoup de sociétés du CAC 40 sont très internationales. Une grande partie de leur production et de leur chiffre d'affaires qui est fait partout dans le monde, et elles ne sont pas très très impactées. Et ça, les investisseurs internationaux le savent. Donc, oui, il y a cette espèce d'attentisme pour l'instant. Maintenant, encore une fois, on verra ce qui va sortir des tractations, et notamment de la formation du gouvernement, des premières mesures. Et encore une fois, si ce que je dis est avéré, c'est-à-dire que finalement on est obligé de suivre les contraintes du fait qu'on appartient à la même classe que les autres pays européens et qu'il faut suivre les mêmes règles, normalement les investisseurs reviennent. Encore une fois, il faut voir l'exemple de l'Italie, quoi. Voilà. Mais c'est pas une certitude. Là, je suis en train de vous donner la lecture des marchés. Il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude de la part des investisseurs internationaux globalement. Et encore une fois, le CAC 40 a sous-performé, mais pas uniquement à cause de ça. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. Oui, à cause des valeurs voilà. du luxe. Donc, à l'écoute de ce que vous me dites, j'en conclus que pour le marché, en tout cas, et après j'aimerais votre point de vue, mais pour le marché, les actions européennes hors France ne méritent pas d'être impactées. Non, alors là on est dans un scénario qui est le scénario central où finalement on arrive à trouver, quel que soit le gouvernement, quelque chose qui n'est pas complètement orthogonal, on va dire, à ce qu'on connaît depuis plusieurs années. Si on avait, mais c'est complètement improbable, mais la volonté de sortir de la zone euro, bon, ce serait complètement différent, mais c'est pas du tout ce qu'on a en tête. Donc voilà. Enfin, encore une fois, on peut se tromper, mais pour l'instant, non. Et alors sur les bourses de la zone euro, la France c'est un gros pays quand même. Là, on n'est pas en train de parler d'un petit pays. C'est un fondateur de la construction européenne. L'impact géopolitique aussi qui est important. Hein. Enfin, je rappelle que la France est le seul pays doté de l'arme nucléaire. Donc tout ça, effectivement, peut laisser, peut entraîner des doutes sur la poursuite de la cohésion européenne, mais on considère que non. Enfin voilà, qu'on va continuer à avancer. Voilà. Et c'est pour ça que la zone euro, il n'y a pas eu du tout de variation des cours depuis les élections françaises. Donc voilà, c'est ce que pensent les marchés. Voilà. En gros, qu'il ne va pas se passer grand-chose, et au point de vue géopolitique, l'engagement de la France en matière géopolitique, et économique, parce qu'on sera rattrapé par les règles qu'on est obligé de suivre. Quoi. On vient de décrire un univers où les marchés jouent tout de même un scénario assez idéal, où on a de la croissance, on a une inflexion de la politique monétaire, on a la poursuite du mouvement de désinflation, très bien, mais vous nous dites, en fait, on est sur une ligne de crête, et ce qu'il va falloir appréhender, c'est l'étroitesse de cette ligne de crête. On a des scénarios alternatifs, on a des scénarios évidemment qui mettent en jeu les questions géopolitiques, mais on ne peut pas probabiliser quoi que ce soit avec ça. Donc, on fait l'économie de la réflexion de ce côté-là, même si tout le monde a ça en tête. L'autre scénario alternatif, c'est celui de la montée du protectionnisme avec un impact inflationniste. Très bien. Alors, quand on a ce scénario en tête, qu'on a aussi en tête que les valorisations finalement se justifient aux États-Unis, qu'en Europe elles ne sont pas si tendues, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en matière d'allocation d'actifs? Bon, les deux grandes classes d'actifs, c'est quand même en gros les obligations, enfin le monde obligataire et les actions. Voilà. Après, il y a plein d'autres classes d'actifs, il ne faut pas les oublier, mais enfin c'est un peu les deux grands blocs. Nous aujourd'hui, on est plus à l'aise, plus favorable aux obligations, notamment au crédit. Voilà. Dans les obligations, vous avez les obligations qu'on appelle gouvernementales, les fameuses Govies, avec donc des taux allemands à 2,5, la France un peu plus. Alors ça c'est un peu tendu, l'écart, ce qu'on appelle le spread OAT-Bund, c'est un peu tendu justement avec la situation politique. Donc on a un peu plus de 3, 3,10, 3,20 en France. Ça c'est les Govies gouvernementales. Après il y a du crédit, c'est-à-dire les obligations d'entreprise. Bon. Et alors là, si on veut faire simple, on segmente entre ce qu'on appelle l'investment grade, c'est-à-dire les sociétés les mieux notées,
Et jugés les plus solvables. Les plus solides, les plus solvables. Et puis, high yield, au rendement, donc un peu plus risqué, on va dire. Et puis, bon, c'est très logique, plus vous êtes risqué, plus vous offrez un rendement important pour attirer l'investisseur. Bon. Quand on regarde ces deux sous-classes d'actifs, l'investment grade, donc la partie la moins risquée, génère un rendement pas loin des 4%, ce qui nous paraît intéressant. Alors, dans ce rendement, vous avez évidemment le rendement qui est lié aux taux d'intérêt en eux-mêmes, c'est-à-dire les taux d'intérêt longs gouvernementaux, et puis une prime. Une prime parce que vous êtes une entreprise, donc normalement plus risquée que les États. On peut en parler de ça aussi, c'est un autre débat, mais normalement c'est ça. Et globalement, ce 4% nous paraît bien rémunérer le risque qu'on prend. Parce que les sociétés, le gisement de ces sociétés, on ne va pas les citer une par une, mais nous paraît suffisamment confortable pour pouvoir supporter ce risque. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. Et sur la partie au rendement, qui est dite un peu plus risquée, où là, on avoisine autour de 7%. Alors c'est une moyenne, le 7, hein. Il y en a qui sont beaucoup moins chers. Puis il y a des sociétés qui sont très très risquées, qui ont très haut rendement, donc il faut faire attention à ce qu'on met dans ce 7%. Mais là aussi, on considère que si vous, le portage, si vous pouvez être victime de volatilité à court terme, mais que le portage permet de payer ce risque, parce que finalement, vous avez les coupons qui tombent chaque année. Et à ce niveau de rendement, bien sûr, vous aurez sur l'ensemble peut-être 1 ou 2 ou 3 défauts, c'est par essence, mais si vous avez un portefeuille suffisamment diversifié, le rendement procuré par les survivants, on va dire, permet de payer largement ces défauts. Bon. Et en plus, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces défauts. On va toucher du bois, mais bon, pour l'instant, on a été quand même assez épargné. Donc voilà, c'est une classe d'actifs qu'on aime bien. Et sur les actions, on l'a dit, on est plutôt neutre. Pourquoi neutre? Encore une fois, on n'a pas des niveaux de valorisation suffisamment importants comme en 2000, vous voyez, pour nous dire il faut à tout prix partir, sauf qu'il peut. Mais de notre côté, il y a des scénarios alternatifs qui ne sont pas probabilisés à 0. C'est jamais le cas, mais qui nous permettrait de dire c'est le moment. Et puis, encore une fois, on n'est pas à 8 ou 9 fois les bénéfices comme on a pu connaître dans le passé. Bon, j'ai essayé de faire la synthèse de vos propos, Eric, mais avant, je vous rappelle que si vous désirez accéder à des lives exclusifs avec des analystes financiers, obtenir des contenus exclusifs, des cas d'investissement, des analyses sectorielles, eh bien c'est très simple, il suffit de vous inscrire via le lien en haut à droite de l'écran ou via le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. La synthèse à présent. Donc, moi, ce que je retiens, Eric, c'est que vous nous dites, on passe tout de même d'un monde où on a eu des taux qui se sont redressés après avoir été négatifs pendant très longtemps, mais qu'il ne faut pas s'attendre à un retour à la situation antérieure à la remontée des taux. Ça veut dire que les taux vont rester plus élevés. Pourquoi? Parce qu'on a tout de même, et ça je le perçois dans ce que vous dites, et vous me démentirez si je me trompe, on va avoir tout de même un contexte plus inflationniste parce qu'on a clairement des choses qui se mettent en place. On a une fragmentation du monde, on a une recontinentalisation, une régionalisation. La mondialisation ne va pas être aussi fluide qu'avant et ça, c'est un phénomène à prendre en considération. De surcroît, on a ce risque de la montée du protectionnisme et ça serait plutôt inflationniste aussi. Donc ça veut dire des taux d'intérêt qui risquent d'être plus élevés, même s'ils vont baisser, qu'ils ne l'étaient auparavant. Le marché a intégré ça d'ores et déjà, pour le moment. Donc, on a de la croissance, on est sur un scénario qui reste plutôt favorable, mais ce que vous dites aussi, c'est qu'on a un certain nombre de scénarios alternatifs qui font qu'on ne peut pas s'engager aveuglément non plus sur les marchés. Certes, le marché en lui-même joue ce scénario boucle d'or, mais les probabilités assez élevées de scénarios alternatifs ne peuvent pas être négligées. Donc, il ne s'agit pas d'y aller la fleur au fusil. Quand on considère un peu les valorisations, elles sont plutôt rassurantes, puisque aux États-Unis, même si le marché est plus cher qu'en Europe, elles sont étayées par des croissances bénéficiaires indéniables. Absolument. En Europe, les croissances bénéficiaires sont là, et dans le cadre du scénario boucle d'or,
tout est tenable. Encore faut-il que ces scénarios tiennent. C'est la question. Il y a une autre question, c'est celle de la concentration, puisqu'on voit bien que la performance est liée à quelques valeurs. Aux États-Unis, c'est manifeste. En Europe, c'est aussi un peu le cas. Donc, il faut savoir, et ça c'est un conseil qui s'adresse à tous les investisseurs, il faut savoir renoncer parfois à quelques points de surperformance ou de performance pour diversifier. Parce que, voilà, encore une fois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il y a un moment où les dynamiques... On ne sait jamais. Voilà, les dynamiques peuvent s'inverser. Nul ne peut prévoir quand, mais on sait que ça se produit un jour ou l'autre. Donc, il vaut mieux avoir diversifié un peu. Et ce que vous dites aussi, c'est que compte tenu de l'environnement actuel, c'est bien d'avoir du cash parce que de la volatilité, on va en avoir. Certainement. J'ai à peu près tout résumé. C'est ça. Eric, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.